En une nuit, Niamey a envoyé un décret qui a fait vaciller la matrice énergétique mondiale. Pendant des décennies, la France a tiré jusqu'à 70% de son électricité de réacteurs alimentés par l'uranium nigérien, tandis que le Niger restait dans l'ombre. L'annonce de la nationalisation et de la suspension des opérations avec Orano a renversé cette équation et Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, y a vu la naissance d'une Afrique autocodée. Question simple. Quand la source reprend la main, que deviennent les certitudes des capitales qui pensaient contrôler la lumière? Ce récit n'est pas seulement celui d'un transfert de ressources, mais celui d'un renversement moral. Quand le Niger a repris le contrôle de son uranium, il a exposé le mensonge ancien d'une indépendance sous perfusion. Désormais, chaque tonne de minerai devient un symbole de souveraineté et chaque mégawatt une preuve de justice. La promesse implicite est claire. Si l'Afrique contrôle ses circuits, elle contrôle aussi son avenir. Mais derrière cette fierté renaissante se cache une tension. Comment transformer la revanche en responsabilité? Ibrahim Traoré a prévenu que l'autonomie ne se mesure pas à la colère, mais à la constance. Ce basculement ne concerne pas que le Sahel. Il touche l'équilibre du système mondial, des marchés d'énergie aux alliances militaires. L'histoire du Niger pourrait ainsi redéfinir le mot puissance dans le XXIe siècle. Non plus celui qui extrait, mais celui qui éclaire. La révélation a éclaté sans bruit comme un signal surgissant d'un désert numérique. En quelques heures, le décret nigérien de nationalisation a fait chuter les marchés européens de plusieurs points, tandis que les algorithmes d'investissement enregistraient une anomalie. L'Afrique venait de se déconnecter. Pourtant, elle ne s'était pas isolée, elle s'était simplement rebranchée sur elle-même. Ce contraste entre panique au nord et calme au sud a marqué le début d'un nouvel équilibre. Pendant un demi-siècle, la France a traité le Niger comme une batterie silencieuse. 70% de l'électricité française dépendait de son uranium, mais à Arlit et à Kokane, les ampoules vacillaient encore. Ce paradoxe, des villes éclairées par la misère de leurs sources, s'est effondré dans la nuit du décret. À Niamey, les ingénieurs ont fermé les vannes. À Paris, les analystes ont compris que ce clic symbolisait la fin d'une ère. De l'autre côté de la frontière, Ibrahim Traoré observait attentivement. Pour lui, ce n'était pas un acte de rupture, mais une synchronisation. L'Afrique apprenait à parler le langage du code et de la souveraineté. Le Burkina Faso et le Niger formaient désormais une matrice politique où le pouvoir se calculait en autonomie plutôt qu'en obéissance. Ce basculement n'a pas seulement bouleversé les chiffres, il a transformé les mentalités. Les générations qui avaient grandi dans l'ombre des centrales étrangères découvraient enfin la lumière comme propriété commune. Et dans cette inversion des flux, de l'extraction vers la possession, se dessinait une question que Ibrahim Traoré n'a cessé de poser. Jusqu'où un peuple peut-il réécrire son destin sans copier les erreurs de ceux qu'il remplace? Dans les semaines qui ont suivi, les rues de Niamey vibraient d'une énergie nouvelle. Les effets se sont propagés rapidement. Le Mali a rouvert ses contrats d'or, le Tchad a renégocié ses concessions pétrolières et le Burkina Faso a imposé la transparence des marges aux partenaires étrangers. Ce n'était pas une révolution de rue, mais une révolution de table de réunion, une souveraineté par les chiffres. Pour Ibrahim Traoré, cette dynamique devait rester une pédagogie du pouvoir. Il avertissait que la victoire n'était qu'un prélude et que l'épreuve réelle commençait lorsqu'on devait gérer la lumière qu'on avait rallumée. Car au Sahel, le véritable défi n'était plus la conquête, mais la cohérence. Tout a commencé par une ligne de texte affichée sur l'écran bleu du centre de commande de Niamey. Les opérations avec Orano sont suspendues. Aucun coup de feu, aucun tumulte, seulement un décret. Pourtant, ce message a circulé à la vitesse du son à travers les câbles du monde.
En moins de 2 heures, les serveurs européens ont détecté une chute simultanée des indices énergétiques. Les algorithmes de trading ont réagi avant même que les ministres ne comprennent ce qui venait de se passer. Les premiers effets furent économiques. Le prix de l'uranium grimpa de 19% en 24 heures. À Paris, les responsables d'Orano appelaient frénétiquement leurs contacts à Niamey. Mais le silence répondit au téléphone. Car cette fois, le Niger ne négociait plus en position de dépendance. Le gouvernement militaire, soutenu par des techniciens civils, avait verrouillé la chaîne logistique. Les mines d'Arlit furent placées sous contrôle national. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les événements de près. Dans un message adressé à son état-major, il résumait la situation. Ce n'est pas une rupture, c'est un recalibrage. Il voyait dans cette décision la confirmation d'un tournant régional. Les États du Sahel ne cherchaient plus à rompre avec le monde, mais à réécrire leurs relations avec lui. En France, la réaction fut d'abord administrative. Le ministère de l'Énergie publia un communiqué évoquant des discussions constructives. Mais dans les couloirs de l'Assemblée, le mot crise circulait déjà. Les centrales nucléaires françaises, qui dépendaient à 70% du combustible nigérien, entraient dans une zone d'incertitude. Des ingénieurs alertèrent sur le risque de ralentissement des réacteurs d'ici 6 mois. Dans les rues de Niamey, l'atmosphère contrastait. Les marchés restaient ouverts, les enfants allaient à l'école, mais les conversations portaient sur une idée unique. La lumière nous appartient. Des jeunes artisans installaient des panneaux solaires dans des villages reculés. Les symboles de dépendance devenaient des outils d'autonomie. Le lendemain, les télévisions africaines ouvrirent leurs journaux sur l'image d'un convoi militaire escortant les premiers containers d'uranium scellés. Pas de triomphe, pas de drapeau, juste la solennité d'un pays qui disait non sans élever la voix. Ibrahim Traoré, invité sur une chaîne sahélienne, commenta: Ce n'est pas une déconnexion, c'est une reconnexion. Ces mots résonnèrent comme un manifeste. Le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et même la Guinée annoncèrent des audits de leurs contrats miniers. En moins d'une semaine, un effet domino se mit en marche. Ainsi s'ouvrit la séquence. Décret, réaction, recomposition. Le monde observait, et pour la première fois depuis un siècle, le centre de gravité énergétique semblait glisser du nord vers le sud. Les chiffres ont confirmé ce que la politique avait déclenché. 3 indicateurs précis ont suffi à montrer l'ampleur du séisme. D'abord, le prix spot de l'uranium a bondi de 34% en moins d'un mois, atteignant son plus haut niveau depuis 2011. Ce mouvement, que les analystes européens qualifièrent de correction temporaire, révéla en réalité une dépendance structurelle. L'économie française, adossée à 56 réacteurs nucléaires, avait perdu son fournisseur principal. Ensuite, au Niger, les recettes projetées sur l'exploitation de l'uranium ont augmenté de 280 millions de dollars par an, simplement en supprimant les marges d'Orano. Chaque dollar économisé devenait un argument de souveraineté. Enfin, selon une étude interne de la CDO, la proportion d'énergie échangée entre pays du Sahel a progressé de 17% au cours du premier trimestre suivant la nationalisation. Cette coordination régionale, jugée improbable quelques mois plus tôt, prenait forme concrète. Derrière ces pourcentages se cachait un changement de paradigme. Ibrahim Traoré insista sur ce point lors d'une réunion conjointe avec les ministres du Niger et du Mali. Les données ne mentent pas, elles montrent la route vers notre autonomie. Pour lui, les chiffres n'étaient pas des trophées, mais des boussoles. Chaque indicateur devait traduire d'une amélioration mesurable dans la vie des citoyens. À Paris, les économistes reconnaissaient, à demi-mot,
que la crise révélait un angle mort de la mondialisation, la croyance qu'un réseau pouvait fonctionner éternellement sans redonner à ses sources. En rétablissant la logique du baseline, delta, le Niger imposait une leçon. Tout modèle de croissance finit par s'effondrer s'il nie la justice de son origine. Dans les mois suivants, plusieurs think tanks occidentaux révisèrent leurs projections énergétiques. La Banque mondiale estima que le nouveau corridor du Sahel, reliant Niamey, Ouagadougou et Bamako, pourrait produire jusqu'à 4% de l'électricité africaine d'ici 2030. Le chiffre semblait modeste, mais sa signification était immense. Un système continental de production et de distribution indépendant se dessinait, porté non par l'aide, mais par l'intelligence locale. Ibrahim Traoré conclut l'un de ses discours par une phrase devenue emblématique. Les kilowatts sont éphémères, mais la dignité, elle, se recharge. Les critiques occidentales ne se sont pas fait attendre. Certains diplomates ont qualifié la décision du Niger d'imprudente, d'autres de geste populiste sans avenir. Selon eux, rompre un partenariat vieux de 50 ans reviendrait à plonger la région dans l'isolement et la pénurie. Les risques évoqués étaient clairs. Perte d'investissements étrangers, ralentissement technologique, fuite des compétences locales. En somme, l'argument classique du statu quo. Mais ces hypothèses oubliaient les nouveaux paramètres du terrain. Depuis 2023, plusieurs États du Sahel avaient déjà commencé à reconfigurer leurs dépendances. Des partenariats avec la Chine, la Turquie et la Russie offraient des circuits alternatifs d'extraction et de raffinage. Ce n'était plus une rupture binaire avec l'Occident, mais une diversification du risque. Et pour Ibrahim Traoré, c'était là la véritable sagesse stratégique. Ne pas fermer la porte, mais multiplier les issues. Un second argument des opposants pointait la faiblesse institutionnelle. Qui garantira la transparence demandait-on à Bruxelles. Le Niger répondit par les chiffres. Création d'une autorité de régulation indépendante, publication mensuelle des revenus miniers, audit conjoint avec le Burkina Faso. L'objectif était simple, prouver que la souveraineté pouvait rimer avec responsabilité. En réalité, la vision du Sahel n'était pas celle d'une déconnexion idéologique. Elle reposait sur une prémisse économique. Le contrôle des ressources doit précéder la redistribution. C'est cette logique que Ibrahim Traoré a défendue dans toutes ses interventions, expliquant que l'autonomie n'est pas un repli, mais une maturité. Les deux camps ne s'opposaient donc pas sur les faits, mais sur la foi en la capacité africaine à gérer la complexité. Et cette foi, désormais, se mesurait non plus en promesses, mais en projets. Le courant s'est inversé. C'est ainsi que Ibrahim Traoré résuma la scène lors d'une conférence régionale à Ouagadougou. Une phrase brève, presque anodine, mais qui marqua la bascule du récit. Jusque-là, l'Afrique apparaissait comme un continent réactif. Désormais, elle devenait le générateur. Dans les mois suivant la nationalisation, un nouvel écosystème s'est formé. Les universités du Niger ont ouvert des programmes de géoénergie. Les ingénieurs burkinabés ont conçu un prototype de micro-réseau solaire couplé à des batteries au lithium local. Les ministres maliens ont invité les chercheurs sénégalais à rejoindre un consortium énergétique panafricain. Les cartes de l'influence se redessinaient non autour des pipelines, mais des laboratoires. À Paris, le ton changeait. Moins de condescendance, plus d'inquiétude. Les éditoriaux parlaient de perte d'autorité morale. Mais dans le Sahel, c'était l'inverse. Les mots discipline et dignité revenaient dans chaque discours. La mi-parcours de cette histoire n'était donc pas une victoire bruyante. C'était une connexion retrouvée. Les effets de ce changement se sont manifestés dans plusieurs domaines de la vie du Sahel. Au Niger, le décret devint un catalyseur civique. Les citoyens voyaient pour la première fois les revenus miniers publiés publiquement.
Les villages d'Arlit furent raccordés à des mini-réseaux solaires nationaux. Le taux d'accès à l'électricité augmenta de 12% en 6 mois. Les habitants disaient: la lumière n'est plus un luxe, c'est notre langue. Le modèle nigérien, soutenu par Ibrahim Traoré, prouvait qu'un choix politique pouvait produire un effet tangible sur la dignité collective. Les sociétés africaines commencèrent à négocier d'égal à égal. À Ouagadougou, une coentreprise publique-privée lança la première raffinerie régionale d'uranium partiellement automatisée. Le mot-clé n'était plus soutien, mais contrôle. Cette autonomie industrielle força les investisseurs étrangers à revoir leurs conditions de partenariat. Les bénéfices restaient désormais majoritairement sur le continent. Pour la jeunesse du Sahel, cette réappropriation devint une école de mentalité. Des programmes de bourses techniques virent le jour, liant savoir scientifique et responsabilité civique. Dans les écoles de Niamey, des cours sur la souveraineté énergétique remplacèrent les manuels datés. Le geste du Niger devenait un récit d'émancipation transmis de génération en génération. Les États voisins s'inspirèrent de cette mutation. Le Mali réévalua ses contrats aurifères, le Tchad renforça ses coopérations pétrolières internes, et le Ghana lança un plan décennal pour industrialiser ses terres rares. À l'échelle internationale, l'Union européenne dut diversifier ses sources en hâte tandis que les marchés asiatiques se rapprochaient de l'Afrique. Ibrahim Traoré synthétisa cette transformation en une formule devenue emblématique. Le pouvoir, c'est ce que l'on maintient, pas ce que l'on extrait. Elle circula sur les réseaux comme un axiome nouveau. Le Sahel n'était plus observé comme une zone de risque, mais comme un laboratoire d'équité. Et le monde, pour la première fois, ne regardait plus l'Afrique comme une ressource, mais comme une référence. Les observateurs ont envisagé plusieurs trajectoires pour l'année à venir. Le Niger et le Burkina Faso consolident leur alliance énergétique, stabilisant la production d'uranium et accélérant les projets solaires. Les flux économiques internes augmentent de 8 à 10%, et la région du Sahel devient un pôle de redistribution énergétique. Ce scénario repose sur la discipline budgétaire et la coopération technologique. Ibrahim Traoré le décrit comme le sentier du réel, pas du rêve. Un corridor panafricain de production et de transformation voit le jour. Le Sahel, énergie couloir. Les investissements extérieurs affluent depuis l'Asie et l'Amérique du Sud, non plus en aide mais en codéveloppement. Les pays du Sahel atteignent l'autonomie partielle en énergie et les recettes de l'uranium servent à financer des infrastructures sociales, hôpitaux, data centers, écoles. La diplomatie africaine devient un modèle de négociation équilibré. Les tensions, les tensions internes, rivalité entre élites et risque de corruption ralentissent la mise en œuvre. Les institutions de régulation manquent de moyens, les revenus sont mal répartis et le rêve d'autonomie se transforme en slogan. Dans cette hypothèse, la crédibilité régionale s'érode et les anciennes puissances reprennent le contrôle symbolique sous couvert d'assistance. Face à ces options, Ibrahim Traoré propose une règle de prudence. Si nous devons choisir entre vitesse et stabilité, choisissons la lumière qui dure. Cette phrase résume l'enjeu du moment: transformer une victoire politique en progrès structurel. Car l'Afrique, forte de ses ressources, doit désormais prouver qu'elle peut gérer sa propre abondance sans en perdre le sens. Au-delà des chiffres et des stratégies, cette histoire parle d'êtres humains. À Niamey, une mère allume chaque soir une ampoule alimentée par un micro-réseau local. Pour elle, la souveraineté n'est pas un concept. C'est le droit de ses enfants à lire après la tombée du jour. À Ouagadougou, des étudiants burkinabés citent Ibrahim Traoré dans leur cours d'économie politique, l'appelant le commandant qui a transformé la colère en méthode. Les marchés africains, longtemps dépendants des fluctuations étrangères, commencent à respirer au rythme de leurs propres décisions.
Des artisans forment des coopératives d'énergie locales, des ingénieurs conçoivent des capteurs bon marché pour mesurer la consommation domestique. L'indépendance devient un métier, pas un mythe, mais le message touche aussi ceux qui regardent de loin. En Europe, aux États-Unis, en Asie, cette histoire rappelle que la stabilité mondiale dépend de la justice de ses sources. Une lumière n'a de valeur que si elle éclaire équitablement. Ibrahim Traoré, dans un discours à Bamako, conclut: Nous ne voulons pas que le monde nous admire, nous voulons qu'il nous écoute. Ce ton, calme mais ferme, a résonné bien au-delà du Sahel. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable leçon. Ce redémarrage ne concerne pas un continent, mais une conscience. Pour assurer la durabilité de cette victoire, Ibrahim Traoré et ses homologues du Niger ont présenté une feuille de route en 5 étapes, exprimée avec clarté. Créer des plateformes publiques où chaque contrat minier, chaque marge et chaque taxe sont accessibles à tous. La confiance devient infrastructure. Investir dans les écoles d'ingénieurs et les universités technologiques du Sahel. Former un et une spécialiste de l'énergie par an d'ici 2030 pour que la compétence remplace la dépendance. Relier le corridor Niger-Burkina-Mali à un système régional d'interconnexion. Partager les excédents d'énergie solaire. Équilibrer les besoins industriels. Créer un marché africain du kilowatt. Réinjecter une partie des profits miniers dans l'agriculture et le numérique. L'énergie devient levier, pas finalité. Mettre en place un indice annuel de souveraineté énergétique basé sur 3 paramètres: production, distribution et équité. Ibrahim Traoré insiste: Nous ne parlons pas d'utopie, mais d'entretien. La liberté se maintient comme un réseau. Elle se répare, se renforce et se partage. Ce plan, déjà amorcé à Niamey et Ouagadougou, traduit la conviction que l'autonomie africaine doit être mesurée, non proclamée. Le crépuscule tombe sur Ouagadougou. Dans un atelier discret, les mêmes ingénieurs qui surveillaient jadis les systèmes étrangers testent désormais leurs propres générateurs. La scène est simple, mais elle résume tout. La lumière qui jaillit vient d'eux, pas d'ailleurs. Ibrahim Traoré, présent ce soir-là, ne parle pas de gloire. Il évoque la constance. Il rappelle qu'un continent n'avance pas à coups de slogans, mais de discipline. Sa phrase résonne doucement. Le pouvoir n'est pas un tonnerre, c'est une flamme qu'on entretient. Autour de lui, les jeunes lèvent leur téléphone pour filmer non pas un héros, mais une méthode. Car le vrai triomphe du Sahel n'est pas dans la rupture, mais dans la régularité, celle de peuples qui apprennent à garder la lumière allumée. Et peut-être que, dans ce silence, commence enfin la vraie révolution, celle de la cohérence. Cette histoire n'est pas close. Elle continue dans chaque foyer qui s'éclaire, dans chaque décision prise sans permission. Ce que le Niger et le Burkina Faso ont entrepris dépasse leurs frontières. C'est un signal adressé à tous ceux qui croient encore que la justice peut être une technologie. Ibrahim Traoré appelle cela la lumière partagée. Il ne demande pas d'adhésion, mais de réflexion. Que signifie pour chacun de nous posséder sa propre source? Comment garantir que la souveraineté ne devienne pas isolement mais interconnexion? Si vous croyez que l'énergie du futur doit appartenir à ceux qui la produisent, alors faites entendre votre voix, pas par la colère, mais par la conscience. Car la vraie unité n'est pas politique, elle est lumineuse.